Bonjour à tous, donc je m'appelle Victor Petit, je suis docteur en philosophie, j'ai soutenu en 2009 et je m'intéresse depuis depuis quelques années au design et au lien du design et de l'écologie. Je vais vous en parler un peu aujourd'hui. J'ai une demi-heure, je vais essayer de faire une introduction. Poser un peu voilà, quelques concepts et quelques exemples autour du lien entre écologie et design. Première partie, ça sera le contexte actuel, très général. Deuxième histoire, où je parlerai des deux éco-designs dans une perspective historique. Je terminerai sur je prendrai un exemple, j'essaierai de voir un exemple qui est particulièrement axé sur le numérique et la manière de faire jouer transition numérique et transition écologique. Et on terminera, si j'ai le temps, par des propos un peu philosophiques, voir quel est le fond théorique susceptible de penser l'éco-design aujourd'hui. Donc on y va. La grande transition écologique, comme vous voyez, il y a un nœud dans l'eau. Parce que comme vous le savez peut-être, écologie et économie ont la même racine grecque, ça vient du verbe oikos. Donc l'idée, elle est toute simple, c'est que toute transition écologique est aussi une transition économique, et réciproquement. Donc il n'y a pas de transition écologique qui ne cherche à changer notre mode de production, de consommation et les indicateurs de richesse, etc., etc. Donc le contexte, je vais enlever ça, là, vous l'avez vous aussi? Ouais. Hop là. Et affichage, on est bon. Donc le contexte général, on parle aujourd'hui d'anthropocène, pour ceux qui ne savent pas, c'est trop large? Non, c'est bon là? Bon, c'est pas très bien défini. On parle aujourd'hui d'anthropocène, c'est un terme que les géologues ont défini pour désigner le nouvel âge de la Terre qui suit à l'Holocène. Et c'est quoi ce nouvel âge? C'est un âge essentiellement marqué par l'industrie humaine, à savoir la pollution, pour dire très très vite. Et donc c'est l'âge géologique de la Terre, on est sorti de l'Holocène, qui a duré plusieurs dizaines de milliers d'années, pour entrer donc dans l'anthropocène. Un des termes que les géologues donnent à cette époque de la Terre, c'est aussi celui de grande accélération. Pour le dire très vite, tous les indicateurs sont au rouge, il y a de plus en plus de flux de matière et d'énergie. Ça c'est l'aspect, les flux de matière et d'énergie, c'est l'aspect mode plein écran. On est bon. Donc vous avez à la fois des indicateurs physico-chimiques d'un côté, des indicateurs sociaux de l'autre. Tous ces indicateurs s'alarment. En gros, depuis ce que vous voyez là, la grande accélération, c'est depuis 1945. Toutes les courbes croissent de manière exponentielle. Donc ça, c'est en gros comment parler de la crise écologique d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire avec des graphes, et avec un concept qui est celui de la grande accélération. C'est-à-dire que ça va... La crise écologique, c'est un problème d'espace, c'est global, ça englobe la totalité, et un problème de temps, ça s'accélère, et ce, de plus en plus vite. Face à ça, il y a plusieurs visions générales qui dominent. La première, de toute façon, comme c'est la crise écologique et que c'est déjà trop tard, il faut assumer, il faut devenir un peu comme des dieux, il faut devenir maître et protecteur de la nature. Ça, c'est la photo que vous voyez là, c'est-à-dire que vous êtes extérieur à la nature et vous cherchez à la protéger, tel un dieu bienveillant, en tout cas un ingénieur omnipotent dont le laboratoire a pris l'échelle de la Terre. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, où on cherche à prendre contrôle du climat à l'échelle globale. L'autre vision, donc ça c'est une vision assez prométhéenne, où on assume le fait que rien ne va plus et qu'il faut prendre le contrôle technique du climat, des flux géophysiques, etc. L'autre vision, c'est celle de l'homme hybride. Tout est la vision cyborg, si vous voulez. On ne sait plus où est la limite de naturel et de l'artifice. Typiquement, pensez à un OGM. C'est quoi un OGM? C'est mi-naturel, mi-artificiel, mais c'est un peu pour tout, y compris pour l'homme, qui sera de plus en plus implémenté par des nouvelles des nanocomposants, etc. Donc ça, c'est la vision un peu cyborg du transhumanisme. Et évidemment, c'est un homme, comme vous le voyez là sur cette couverture de nature, un homme sans tête. C'est le pur hybride. Face à ça, je vais essayer de vous présenter une autre conception, qui est celle de l'écologie politique. Et l'écologie politique, en général, on représente par ce triangle que vous voyez là, qui vient remplacer notre fameux triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Vous le transformez liberté par autonomie, égalité par responsabilité
et fraternité par solidarité, et vous avez un programme politique qui est celui de l'écologie politique. Quand je dis écologie politique, je ne fais pas référence au Parti vert, je fais référence à tout un courant intellectuel qui est né dans les années 70 et qui perdure aujourd'hui, mais qui n'est pas nécessairement lié à un parti politique. Donc ça, c'était pour le contexte général, donc contexte de crise écologique globale, de grande accélération, et face à ça, il y a différents types de solutions, disons une vision ingénérique, une vision cyborgienne et une vision plus politique de la chose. Donc, pour introduire l'éco-design, je vais vous dire un peu d'histoire. Et il y a 1000 manières de présenter en fait les deux écologies. On oppose l'écologie locale à l'écologie globale, l'écologie top-down à l'écologie bottom-up, l'écologie scientifique à l'écologie politique, etc., etc. Moi, je vais vous montrer qu'en fait, que toutes ces écologies, toutes ces oppositions des deux visions de l'écologie se ramènent à une opposition que j'appelle écologie de l'environnement, écologie du milieu. Donc là, je vous introduis un des concepts. C'est que vous avez tendance à croire qu'environnement et milieu, ça veut dire un peu la même chose, milieu étant la traduction française du terme anglais environnement. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette opposition entre environnement et milieu, elle vient d'un éthologiste qui s'appelle Jacob von Uexküll. Juste pour vous la faire comprendre, et qui fait ce type de dessin, là c'est le... Il fait la distinction entre l'environnement et le milieu de la coquille Saint-Jacques. Alors pourquoi je vous parle de coquille Saint-Jacques? Juste pour qu'on comprenne la différence entre une vision environnement et milieu. Ici, on est tous dans le même lieu, on est d'accord. Ça, c'est la vision environnement, c'est-à-dire que c'est un cadre neutre, objectif, dans lequel on place des êtres vivants et on suppose qu'ils partagent tous le même environnement. Mais il suffit qu'on mette d'autres vivants dedans, par exemple une mouche, une coquille Saint-Jacques, un chien, etc. En fait, on a beau partager le même lieu, on ne partage pas le même milieu. C'est-à-dire que chaque vivant, il a un espace-temps qui lui est propre. Si vous mettez une mouche, il ne verra pas la même chose que vous, le temps ne passera pas à la même vitesse, l'escargot pareil, etc., etc. Donc il faut imaginer en fait que contrairement on est dans un lieu objectif qui serait même pour tous, ça c'est faux. En fait, la vision du milieu, c'est une vision qui est centrée sur le vivant dont il est le milieu. Et en gros, il faut arrêter de croire qu'on vit tous dans le même espace-temps. Le milieu est relatif. L'environnement est absolu. Donc c'est juste, je vous prends l'exemple des animaux pour vous faire comprendre la différence entre environnement et milieu. On a tendance à placer des animaux et à croire qu'ils vivent dans le même environnement que nous, alors qu'ils créent leur propre milieu. C'est-à-dire qu'ils créent vraiment leur propre espace-temps. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, évidemment, pas seulement pour les vivants, mais pour chaque être humain. Donc le milieu, donc ça c'est la partie compliquée, mais qui va se résumer très simplement comment on oppose environnement et milieu. L'environnement environne, il est extérieur, tandis que le milieu est aussi bien extérieur qu'intérieur. L'environnement est absolu, le milieu est relatif, je viens de vous le dire, à l'être vivant dont il est le milieu. L'environnement réfère à la nature, quelque chose qui serait naturel, tandis que le milieu est indissoublement naturel, technique et social. Ok, alors vous allez dire c'est très abstrait comme opposition, en fait ça a des implications très concrètes. Il y a deux manières de penser l'écologie. Il y en a qui se disent, ok, il suffit de changer l'environnement. Ok, l'environnement est malade, il suffit de le modifier. On a des techniques polluantes, il suffit de faire des green technologies, c'est-à-dire des techniques non polluantes. Okay, donc dans ce cas-là, il suffit de changer l'environnement, ou alors changer nos machines. Ça, c'est une vision, ce que j'appelle l'écologie de l'environnement. C'est-à-dire changer rien, changer l'environnement autour de vous, et tout ira mieux, on pourra continuer à vivre comme on vit, on pourra accroître, et à surconsommer, à surproduire, tout ira bien. L'autre vision, évidemment, c'est comme le milieu, je vous l'ai dit, il est relatif, c'est-à-dire que pour changer de milieu, contrairement, il ne suffit pas de modifier le milieu, il faut se modifier soi-même, c'est-à-dire qu'il faut modifier ses normes, c'est-à-dire qu'il faut modifier ses valeurs, c'est-à-dire en gros, il faut changer de mode de production, de consommation. Vous avez compris la différence? Donc dans un cas, on se contente de changer les techniques, les technologies, on essaye de les peindre en vert. Dans l'autre, on essaye aussi de changer notre relation aux techniques. La différence essentielle est là. Dans un cas, on ne change que les machines. Dans le cas, on change notre relation aux machines. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais prendre un peu de recul historique. L'écologie, ça naît dans les années 70, à peu près, à l'échelle mondiale. La problématique écologique dans les années 70. Essentiellement aux États-Unis. Aux États-Unis, dès d'emblée, en fait, l'écologie est écartée en deux écoles, deux visions de l'écologie. Là, je passe au design, proprement dit. Ces deux visions, donc, dans un article récent, je l'ai fait monter de Buckminster Fuller à Stewart Brand aujourd'hui, je vous parlerai de Stewart Brand dans quelques instants. Et l'autre transition, elle va de Thomas Maldonado plutôt à Mongini. Je vais vous parler très vite de ces deux traditions. La première, elle est représentée par Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, c'est quelqu'un qui
était convaincu qu'on pouvait, qui est le slogan du design, qu'on pouvait toujours plus avec moins. Et que le rôle du design, c'était de faire plus avec moins. Et pour cela, il fallait mettre les puissances des ordinateurs naissants, les puissances calculatoires des ordinateurs naissants, au service d'une, disons, d'une répartition équitable de l'énergie. Et que grâce à ça, on allait pouvoir croître toujours plus avec toujours moins. C'est le rêve absolu de la croissance verte, si vous préférez. Mais il avait une vision assez complètement technocratique de l'écologie. Comme vous voyez, un de ses projets les plus délirants, c'était de recouvrir Manhattan par une cloche en verre. Donc là, c'était essentiellement pour le protéger des risques atomiques. Mais en gros, il n'avait pas de demi-mesure. Il prend vraiment l'écologie, pour lui, c'est vraiment à l'échelle de la Terre. Vous voyez, c'est des gros travaux, c'est vraiment grosse échelle, et c'est une vision absolument, on va dire, ingéniérique de l'écologie. En face de ça, juste Buckminster Fuller, c'est le père de la métaphore du spaceship Earth, c'est-à-dire la Terre comme vaisseau spatial. Donc il faut vraiment comprendre que pour lui, la Terre est un vaisseau spatial, donc il faut économiser toutes les ressources grâce à ce qu'il appelle la design science. Face à ça, donc, il y a une vision alternative, qui est celle que vous connaissez probablement de Papanek, par exemple. Donc à la même époque, pendant que Buckminster Fuller fait ses World Games, où il essaie vraiment de penser une écologie, une énergie optimale à l'échelle de la Terre, de l'autre côté, il y a Papanek qui publie son livre manifeste que vous connaissez probablement, qui est Design for a Real World, qui est un livre coup de poing où en gros il dit que les designers sont responsables de la surconsommation et que le design, s'il devient écologique, est forcément révolutionnaire. Alors pour dire vite, je ne vais pas vous parler de Papanek, je suppose que vous connaissez, mais le type de solution de design qu'il propose est absolument à l'opposé de Buckminster Fuller et du Dome over Manhattan. C'est voilà, des visions absolument plus alternatives, slow design on dirait aujourd'hui. Et là je vous ai mis en photo une de ses œuvres les plus célèbres qui est la Tin Can Radio, une radio qui vaut 7 centimes, qui est fabriquée avec des déchets, en l'occurrence des conserves, et qui a le grand mérite, donc non seulement de jouer sur la récupération, d'être pas cher, accessible à tous, de pouvoir être construite par tout un chacun, mais surtout aussi d'ouvrir la boîte noire, c'est-à-dire de nous rendre moins bêtes. C'est une fois qu'on construit la radio, aussi rudimentaire soit-elle, on sait au moins comment marche une radio. Voilà, donc ça c'est une vision, disons, si vous voulez, avec ces deux personnes sur lesquelles je passe vite, mais qui sont deux grands noms du design, Buckminster Fuller d'un côté et Papanek de l'autre. Vous avez deux visions du design. La première, c'est ce que j'ai, donc design de l'environnement, quelque chose d'absolu, avec des solutions qui seront, par exemple, identiques partout, puisque c'est quelque chose d'objectif, calculable, mesurable. Donc les solutions qu'il donne, Buckminster Fuller, sont vouées à être universelles, c'est-à-dire applicables partout. Est-ce que Papanek, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire il ne donne des solutions qu'en fonction, que relativement aux habitants auxquels il s'adresse. Et il est évident qu'il ne va pas proposer la même radio, en l'occurrence, là, la radio, elle est proposée pour l'Indonésie. Donc évidemment, il n'aurait pas proposé la même radio s'il avait travaillé dans un autre contexte. Donc dans un cas, on a une vision absolue, universelle, dans l'autre, on a une vision relative. Pour faire comprendre à quel point l'écologie a perdu son caractère subversif, rien de tel que de s'intéresser à ce bonhomme. Ce bonhomme, c'est Stewart Brand, qui est quelqu'un de très important, très connu pour l'écologie, disons l'écologie de la Silicon Valley. Il est connu pour avoir fondé le Wohlers Catalogue, qui est, dixit Steve Jobs, le web avant le web, c'est-à-dire la source essentielle de tous les étudiants de Stanford et de la Silicon Valley avant l'invention du web. Donc ce Wohlers Catalogue, comme c'est marqué, là vous avez le premier numéro, était un catalogue de technologies alternatives, access to tools, très porté sur le do-it-yourself, les énergies alternatives comme l'énergie solaire, etc., etc. Donc très porté sur le do-it-yourself, c'est vraiment tout le côté Beat Generation, c'est le côté donc toute de la contre-culture américaine, hippie, etc. Le meilleure biographie de Stewart Brand, elle est là de Fred Turner. Il parle vraiment comment en gros le numérique est à la charnière de la contre-culture américaine
pour transformer en cyberculture dominante aujourd'hui. Et c'est le titre du livre, de la contre-culture à la cyberculture. Donc au début, Wohlers Catalogue, c'est vraiment un catalogue de technologies alternatives portées sur do it yourself. Ça, c'est Stewart Brand quand il est jeune, encore un peu hippie, etc. Donc Stewart Brand aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit le Wohlers Discipline. Ça, c'est un livre assez récent qui vient de sortir, je crois que c'est 2014. On n'a pas besoin de l'ouvrir, il suffit de lire le titre. Why Dense City, Nuclear Power, Transgenic Crops, Restored Wildlands and Geoengineering are necessary. Donc sa vision de l'écologie aujourd'hui, c'est celle de cités denses, là je suis prêt à suivre, mais nucléaire, basée sur le nucléaire, sur les OGM et sur l'ingénierie écologique à grande échelle, qu'il s'agit en gros de restaurer les espèces disparues et de réparer le mal plutôt que de le soigner. Donc voilà, si vous voulez plus d'écho, vous pouvez reporter à la conférence TED de Stewart Brand, puisque tous les gens dont je parle sont bien évidemment présents sur les conférences TED. Mais là, vous avez vraiment le renversement de l'écologie. Une écologie donc d'abord plutôt do it yourself, et là vraiment un truc très technocratique. Okay, et comment ça s'est renversé. Donc sur les... Du coup, j'ai plus le timeline 9h59, j'ai commencé à quelle heure? À 45, c'est ça? Il me reste un quart d'heure, donc je vais aller très vite. Et cette opposition donc, entre les deux visions de l'écologie, on va la retrouver sous différentes formes dans tout un tas d'écoles. Alors là, je vous ai parlé vite fait des pionniers du design, de l'éco-design, mais on la retrouve aussi dans l'écologie industrielle. Aujourd'hui, on ne dit plus écologie industrielle, on dit économie circulaire, mais c'est exactement la même chose. L'écologie industrielle, c'est une vieille discipline qui, en gros, essaye d'adopter les principes de l'écologie naturelle, scientifique, propre aux écosystèmes naturels, et de les appliquer aux écosystèmes industriels, techniques. Okay, donc pour le dire très simplement, on sait tous que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Un des rôles de l'écologie industrielle est d'appliquer ça à l'industrie et donc de transformer tous les déchets en ressources, comme c'est le cas dans la nature. Okay, ça, c'est un des axes essentiels de l'écologie industrielle, transformer les déchets en ressources. C'est le premier point. Mais en gros, c'est boucler les flux de matière et d'énergie, okay, et dématérialiser le plus possible. Donc ça, c'est un programme de l'écologie industrielle sur lequel, évidemment, on peut être que tous d'accord, puisqu'il est nécessaire. Alors, je n'ai pas insisté sur la crise écologique, j'ai juste mentionné le concept d'anthropocène et de grande accélération, mais si vous n'êtes pas convaincu, pensez que c'est plus grave que ce que vous doutez, quoi. Croyez-moi juste sur un truc, c'est là-dessus, c'est plus grave que ce que vous pensez. Tous les spécialistes sont beaucoup plus inquiets, vous le croyez. Donc, jusque-là, on est d'accord, mais donc l'écologie industrielle, c'est un beau programme. Le problème, c'est que très vite, ça s'est transformé un peu en écologie de l'environnement au détriment de l'écologie du milieu. Pourquoi? Parce que l'écologie industrielle, c'est avant tout devenu une écologie de l'industrie, plutôt qu'une écologie de la société. C'est-à-dire qu'elle se préoccupe essentiellement des objets et pas des sujets. En gros, elle ne fait pas de politique, mais politique au sens noble. Et donc, elle est, même si ces programmes de recherche qui ont maintenant plus de 30 ans, même s'il y a d'immenses ingénieurs en éco-conception, en écologie industrielle, etc., il n'y a pas énormément de résultats, entre autres parce qu'on n'implique pas suffisamment la société dans les modèles, on va dire. Pour mieux impliquer la société dans les modèles, il y a une tradition, j'ai passé très vite dessus, mais française, qui cherche à s'opposer à cette vision un peu ingénérique de l'écologie industrielle et qui s'appelle l'écologie industrielle et territoriale. La première, elle est représentée par un Américain qui s'appelle Alan Bee, la deuxième par un Français, par exemple, qui s'appelle Nicolas Buckley. Mais je ne vais pas introduire le concept d'économie de fonctionnalité, cher à Buckley. Je le ferai peut-être en conclusion. Là, vous avez de l'écologie industrielle, il en sera tout à l'heure question, avec un exemple français bien connu, Bonancourt. Là, je vous donne un exemple danois, qui est probablement l'exemple le plus connu, qui est Kalundborg. Donc, vous avez un écosystème industriel dans lequel tout déchet d'une industrie est ressource pour une autre industrie. Okay, on boucle les flux de matière et d'énergie. Donc, pourquoi cette vision, moi, me semble insuffisante? Je viens de le dire, c'est très très bien. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas bien, c'est-à-dire que c'est nécessaire, mais insuffisant. C'est insuffisant, entre autres, parce que souvent, la vision de l'écologie industrielle délaisse la dynamique, délaisse vraiment le citoyen, les habitants qui y vivent. Vous voyez, ça ne concerne que les industries, et vous, en tant que tel, vous n'êtes pas impliqué dans cette circularité.
Donc du coup, en gros, vous n'avez rien à changer, c'est aux ingénieurs de s'occuper pour vous, et nous, on ne change rien, eux, ils vont s'occuper de transformer nos déchets en ressources, mais nous, on va continuer à produire autant de déchets, ce n'est pas notre problème. Donc, face à ça, il y a une écologie industrielle et territoriale qui insiste sur d'autres concepts, celui de capacité, celui d'économie de la fonctionnalité, plutôt qu'économie circulaire, etc., etc. Et qui cherche un peu à casser la vision géo-ingénierique de l'écologie industrielle. Vous avez le même type d'opposition entre écologie de l'environnement et écologie du milieu dans le domaine des ce qu'on appelle des smart cities. Pour le dire vite, vous avez d'un côté Masdar, vraiment l'écologie top-down, on crée de toutes pièces une cité dans le désert, indépendamment de toute participation démocratique ou consultative ou ce que vous voulez. Le mythe d'une énergie purement verte, d'une ville purement circulaire, construite ex nihilo, etc. Vous en avez l'illustration là. Et sinon, vous avez évidemment une vision qui se dit, bah non, une cité intelligente, si on n'implique pas les citoyens, bah, ça sert à rien, quoi. Il n'y aura pas d'écologie s'il n'y a pas une implication réelle des citoyens. Et donc, si on ne passe pas d'une logique top-down à une logique bottom-up. Cette vision donc, du smart citizen, vous la trouvez illustrée par tout un tas d'autres mouvements, donc beaucoup moins technocratiques. On le trouve illustré par exemple par le Smart Citizen Kit, donc un kit open source de mesure et de contrôle de l'environnement fait par le Fab Lab de Barcelone, mais là, ou alors de manière aussi par le laboratoire Movilab, vous pouvez trouver en ligne les références, qui cherche donc à faire aussi de l'économie circulaire, mais dans une application à plus petite échelle et avec une application beaucoup plus grande des habitants. Et donc, c'est deux logiques absolument différentes. Dans un cas, c'est des ingénieurs qui font la cité. Dans l'autre, la cité est faite par ceux qui l'habitent. Et là, je vais répondre au titre qui était le titre annoncé. Dans le domaine du design, comment on formule cette opposition entre milieu et environnement ? C'est DFE et DFS. C'est Design for Environment d'un côté, Design for Sustainability de l'autre. Design for Environment, c'est en gros de l'éco-conception. On évalue les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Okay, tout au long du cycle de vie. Pour mémoire, il y a 5 phases dans le cycle de vie. Je ne vous les répète pas parce que je suppose que vous les savez. Le DFS, par contre, évalue l'ensemble des impacts globaux. C'est-à-dire qu'il ne parle pas juste des impacts environnementaux, mais aussi écologiques, économiques, sociaux et institutionnels. Le terme d'impact me gêne un peu, mais bon, là, je prends la citation dans un article canonique sur l'opposition. Mais donc, dans un cas, on se limite à l'impact environnemental et on cherche juste à changer les produits pour que diminuer leur impact sur l'environnement. Dans l'autre, par contre, on essaie de penser le trépied du développement durable qui, comme vous le savez, est à la fois environnemental, économique et social. Donc ça, c'est l'opposition entre design for environnement qui serait plutôt de la culture d'ingénieur en éco-conception, et design for sustainability qui serait plutôt une culture de designer assez bien représentée par Mangili aujourd'hui, mais par beaucoup d'autres aussi. Donc en gros, l'éco-conception a des problèmes, c'est qu'on s'est trop concentré sur le pôle environnement et pas assez sur le pôle milieu. L'éco-conception, c'est trop concentré sur la poésie, c'est-à-dire la production, et pas assez sur la praxis, c'est-à-dire la pratique. Et il ne faut pas juste changer la production de nos produits, il faut changer nos pratiques, c'est-à-dire notre mode de consommation et de production. Donc, je vous donne une opposition structurante pour essayer de comprendre deux manières de faire de l'écologie. Une manière, disons, soft, où on se contente de faire des green IT, enfin des green technology, et une manière un peu plus radicale, un peu plus profonde, où on essaie, par l'écologie, de changer vraiment nos pratiques, et pas juste nos techniques. On change notre relation aux techniques et pas juste nos techniques. Mais évidemment, il faut combiner les deux. Et une manière de comprendre comment combiner les deux, si on prend l'exemple de l'autolib. L'autolib, par exemple, il y a à la fois du DFE et du DFS. Design for Environment, c'est-à-dire si on s'en concentre sur le moteur électrique qui n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre, donc dont l'impact environnemental est plus faible. Ce qui reste à prouver si on fait l'ACV, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie de la batterie elle-même, c'est-à-dire qu'il est évident qu'elle produit moins de CO2 à l'usage, mais à la fabrication, on en produit plus. Donc tout ça, dire que l'électrique ne produit pas de CO2, c'est faux. Mais quoi qu'il en soit, l'usage, elle en produit moins. Et donc, si on se concentre sur le moteur, on dira que l'autolib, c'est bien, elle est écologique parce qu'elle est électrique. Ça, c'est le côté DFE. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté plutôt DFS, c'est-à-dire que là où on touche au mode de consommation et de production. Là, en l'occurrence, pourquoi c'est révolutionnaire, l'autolib? C'est pas tant que c'est un moteur électrique, parce que si on devait changer tout le parc
automobiles par des voitures électriques, croyez-moi, le problème écologique, ça serait exactement le même. Remplacer toutes les voitures à Paris par des voitures électriques, vous avez les mêmes problèmes. Peut-être moins de problèmes respiratoires, mais vous aurez tout autant de problèmes écologiques. Donc ça, c'est pas une vision de dire ok, on va tout mettre en électrique. Non, le problème c'est essayer de penser d'autres modes de mobilité. Et voilà. Et comment on pense de mobilité? Entre autres, avec l'économie de la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc où on vend l'usage et non le produit. Okay, c'est ce qui est fait avec Autolib. On vend l'usage et non le produit. On vend l'usage de la voiture, etc. Et donc ça permet de nouvel usage de la mobilité. Et donc comme on partage la voiture, par définition, il y a moins de voitures et donc il y a une baisse des flux de matière et d'énergie qui est la base de l'écologie. Okay, donc l'Autolib, c'est deux choses. DFE, si on se concentre sur le moteur, DFS, si on se concentre sur l'économie de la fonctionnalité et le nouvel usage que ça implique. La part DFS me semble tout aussi importante que la DFE. Aujourd'hui, on est focalisé sur comment faire de l'éco-conception, etc. Mais le truc important, c'est de faire l'Autolib. Je vous ai pris un autre exemple, qui est WikiHouse. J'aurais pu prendre Wikispeed pour faire écho à l'Autolib. WikiHouse, si vous ne connaissez pas, donc c'est créé en wiki, donc co-conception ouverte, en open source, etc. Mais si la WikiHouse est écologique, ce n'est pas juste qu'elle émet moins d'impact à sa production, c'est pas juste qu'elle est éco-compatible, c'est aussi que son mode de production et son mode de consommation, parce qu'il est plus collaboratif, parce qu'il est plus ouvert, est de fait plus écologique. Donc la WikiHouse, c'est pas juste en mesurant l'impact des matériaux, c'est aussi de voir le mode de vie et surtout dans la conception et dans l'usage, la transformation que ça induit. Voilà. Donc il y a toujours deux manières de voir la révolution, l'éco-design. J'ai encore un quart d'heure. 5 minutes. Ok, donc là je vais vous prendre des exemples. La philosophie, je la ferai pas, je vous donne le mot. La philosophie, le mot d'ordre sur lequel qui essaye de réunir transition numérique et transition écologique, les communs naturels et les communs culturels, s'appelle Commons en anglais, les communs en français. Donc allez voir autour de la révolution des communs, essentiellement Michel Bowens et la Peer-to-Peer Foundation, Commons Transition, et vous aurez le fond théorique qui est l'assise de cette intervention. Quelques mots sur Middle Tech, de design du milieu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ni complètement high-tech, c'est ni complètement low-tech. High-tech, c'est version Rifkin, low-tech, c'est version Rob Hopkins, permaculture, ville en transition, etc. C'est un entre-deux. Je vais aborder donc je vais prendre encore 5 minutes. 5-6 minutes. Je vais introduire un concept qui est celui de Middle Tech, et après je vais vous prendre plein d'exemples de gens que j'estime être dans le design du milieu, qui essayent de concilier transition numérique et transition écologique. Ce qu'il ne faut pas se mentir, c'est que la transition numérique comme telle, c'est un désastre écologique. C'était le slide d'après, je vais le passer. Mais d'un point de vue strict du DFE, du design environnemental, l'usage massif qu'on a de toutes ces technologies est un désastre. Donc si on se concentre sur le hardware, pour l'instant, franchement, à part quelques bonnes solutions, genre Fairphone, etc., les résultats sont plutôt négatifs, il ne faut pas se voiler la face, quoi. En dépit de la dématérialisation supposée, qui est un mythe, etc., les flux de matière et d'énergie, les e-déchets, ne cessent de croître, et de manière exponentielle, et on n'a pas trouvé la solution encore, et on est en train de polluer le fleuve Congo, et on est en train, etc., etc. Donc du point de vue du DFE, c'est plutôt la merde. Donc il faut plutôt se concentrer sur les nouveaux modes de consommation et de production qu'autorise le numérique. Okay. Et qu'autorise essentiellement le numérique appuyé sur la révolution du libre. Pour vous faire comprendre ça, j'ai décidé de vous parler des déchets. Le problème de l'écologie, soit on le voit du côté épuisement des ressources, soit on le voit trop plein de déchets. Le vrai problème, c'est pas que épuisement des ressources, parce qu'on va trouver des substituts. Le vrai problème, c'est l'accumulation des déchets, de manière exponentielle. Déchets plastiques, e-déchets, tout ce que vous voulez. Okay. Donc il y a 3 solutions classiquement pour réduire les déchets: recycler, réduire, réparer ou réutiliser. C'est les 3 R. Okay. Le premier R, recycler, c'est une vision plutôt high-tech. Parce que franchement, recycler, il y a plus de 50 il y a plus de 20 éléments du tableau de Mendeleïev dedans. Recycler le CO2, c'est très compliqué, etc. C'est une affaire d'ingénieur. L'économie circulaire, telle qu'Alundog, etc., c'est très bien, mais c'est avant tout une affaire d'ingénieur, à mon sens. Quoique, on aura une autre version tout à l'heure qui nous montrera que c'est aussi une question de designer dans la prochaine intervention. Donc recycler, c'est plutôt high-tech. L'économie circulaire, cradle to cradle, etc. Réduire, c'est clairement low-tech, c'est la meilleure solution à réduire notre consommation. Mais ça doit être la solution la plus évidente, c'est la moins suivie, y compris par moi.
Donc la troisième solution, c'est réparer et utiliser. Et ça, c'est la voie qui est essentielle chez, on va dire, les makers. Tout l'univers des makers, des Fab Labs, qui insistent vraiment sur des données R. Pourquoi je dis middle tech? Parce qu'ils ne sont pas dupes, ils ne vont pas être low-tech. Low-tech, dans un contexte numérique, c'est un mensonge. Donc ils se disent, OK, on va s'appuyer sur la transition numérique, mais sur les possibles transformations de la transition numérique pour avoir un mode de vie écologique. Et ce mode de vie écologique insiste essentiellement sur réparer et utiliser. Je vais prendre quelques exemples et je terminerai sur ces exemples vraiment de ceux qui sont dans la transition à la fois numérique et écologique et qui insistent beaucoup sur la réparation, l'upcycling, la réutilisation, etc. etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est le lien. Là, ces gens-là font de l'éco-design, mais l'éco-design est fondé sur l'open design. Open design nourri par la culture numérique. Donc vous avez plusieurs exemples. Là, sur ce slide, je vais en prendre qu'un, c'est le seul où il n'y a pas de schéma. C'est l'association Entropie, par exemple, fondée par Christophe André, Design Lib, qui met une association qui propose tout un tas de notices de fabrication en open source, allant du lombricomposteur au four solaire, etc. Tout ça est téléchargeable sur le net, vous pouvez construire ça pour vous pouvez faire des urboliennes en wiki, etc. Tout ça, donc, c'est des gens qui utilisent le numérique pour asseoir la transition écologique. L'autre exemple qu'on prend souvent, c'est César Arada. Je vais vous prendre d'autres exemples plus connus. Si vous ne connaissez pas, c'est POC 21. C'était un grand campus qui a fait un atelier campus qui a eu festival dans lequel tout un tas de designers français internationaux se sont réunis pour faire donc proposer du design qui est à la fois écologique et ouvert. Vous avez donc, je passe vite puisqu'il me reste peu de temps, je vous indique les pistes si vous ne les connaissez pas déjà, vous pouvez aller voir sur les sites en question. Voilà, vous avez 12 œuvres merveilleuses sélectionnées, mais pour lesquelles vraiment la définition de l'écologie, c'est parce que ces objets sont ouverts, modulables, réparables, transformables, l'inverse de la logique propriétaire, c'est parce qu'ils sont ouverts qu'ils sont écologiques. Donc c'est parce qu'on insiste sur l'aspect design du milieu qui sont écologiques. Donc, d'autres exemples, donc la POC 21, c'était grand rassemblement, je terminerai sur ces deux exemples. Il y a l'open source écologie qui cherche donc à faire, qui cherche à ne plus être dépendant des distributeurs, qui cherche à recréer le kit parfait qui serait ce dont vous avez besoin pour être en autarcie si vous avez besoin de vivre dans un village. Et tout ça, évidemment, en open source, téléchargeable, etc. Et un autre exemple, bon ça il est très connu, donc je passe vite, un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est un exemple français, qui s'appelle l'Atelier Paysan. C'est une coopérative d'autoconstruction. C'est des agriculteurs bio, et ils en avaient marre d'être dépendants des industriels pour leur matériel, dont ils ont besoin, agro-industriel, leurs machines agro-agricoles. Donc ils se sont dit, en gros, il y a un vrai retour de la culture numérique, c'est-à-dire on va reprendre possession de nos moyens, et on va réapprendre à créer, construire les machines dont on a besoin pour faire une agriculture durable. Donc ils ont fait une grande plateforme, évidemment via le web, d'autoconstruction, où ils échangent savoir et savoir-faire. Et ils s'échangent tous les bons procédés pour s'aider à le plus possible être autonome techniquement. Le mot-clé, c'est autonomie, je vous l'ai dit dans le triptyque. Ok, donc ça c'est vraiment des exemples de design du milieu. Et je terminerai par un dernier, qui est Jerry Do It Together, parce que j'ai fait écho au problème des déchets. Donc ça c'est un collectif où vraiment transition numérique, transition écologique, transition économique et transition démocratique sont liées. Donc c'est un collectif qui se base sur la récupération de déchets. Donc vous voyez des jerrycans. Et là, vous voyez, c'est un jerrycan, en fait, c'est un ordinateur, à partir duquel ils vont aussi récupérer des composants électroniques et fabriquer des ordinateurs. C'est le projet né en Afrique, dans les Fab Labs africains. Et ce projet, donc, je lis juste ce qu'il y a sur leur page, a pour vocation d'ouvrir, de démocratiser les savoirs et technologies du numérique par la réappropriation grâce à la déconstruction, l'étude et le détournement d'usage. Donc c'est vraiment les réutiliser, réparer, la prise de conscience des enjeux environnementaux et sociétaux des technologies, la promotion de modèles d'organisation ouverts, horizontaux et réutilisables. Bref, vous avez tous les mots-clés de l'open design mis au service de l'éco-design. Voilà, je vous remercie.